Bonjour, on est le 15 mars et c'est la journée du sommeil. L'Institut national Sommeil et Vigilance organise tous les ans, à la mi-mars, la journée du sommeil. Avec la journée nationale, devenue mondiale du sommeil, l'Institut national Sommeil et Vigilance s'est donné un triple objectif. Sensibiliser le grand public, favoriser le dépistage et rappeler que les structures de soins existent lorsque le sommeil devient pathologique, poursuivre la reconnaissance engagée des troubles du sommeil comme élément de santé publique. Selon les enquêtes de l'Institut national Sommeil et Vigilance, la durée moyenne de sommeil en semaine est de 6h40. Un tiers de la population dort moins de 6 heures par nuit. L'insuffisance de sommeil est donc bien installée. On observe également une hausse du temps de sommeil le week-end, qui passe à 7h30 en moyenne. Elle est destinée à compenser la dette de sommeil chronique de la semaine. Or, le manque de sommeil ne s'annule pas en 2 jours. Au fil des années, la population est en dette de sommeil chronique. À 60 ans, un être humain a dormi 20 ans et rêvé pendant 5 ans. En cette année des Jeux olympiques, qui met l'accent sur l'importance de l'activité physique, j'ai le plaisir d'inviter 2 spécialistes qui sont mobilisés aujourd'hui à l'occasion de cette journée du sommeil. Sandra Ferreira, à ma droite, diététicienne, nutritionniste, chroniqueuse télé et radio et conférencière. Bonjour. Bonjour. Et le docteur François Duforez, à ma gauche, médecin du sport et du sommeil, conférencier et praticien hospitalier à l'Hôtel Dieu. Bonjour. Bonjour. Les conséquences de la privation chronique de sommeil peuvent être nombreuses sur la santé. Prise de poids, diabète, augmentation de la douleur, dépression, aggravation des troubles respiratoires et cardiovasculaires, endormissement au volant, somnolence au travail, baisse de performance et difficultés relationnelles. Donc, je vais m'adresser à Sandra dans un premier temps. Le sommeil constitue avec l'alimentation et l'activité physique les 3 piliers de notre santé. Et les interactions entre ces 3 activités sont nombreuses, insuffisamment connues et conduisent à des comportements inappropriés, voire délétères pour notre sommeil. Quels sont, selon vous, les liens entre le syndrome d'apnée du sommeil et l'alimentation, les conséquences du manque de sommeil et quelle alimentation dans ce cas? Bien, rappelons déjà ce qu'est une apnée du sommeil. Je pourrais même laisser éventuellement la parole au docteur Duforez pour la définition exacte, mais globalement, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est le fait de ne pas respirer un petit laps de temps pendant la nuit de manière involontaire. C'est surtout ça. Hein. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Parfait. La problématique en matière d'alimentation, c'est que souvent, l'apnée du sommeil est accompagnée de surpoids et d'obésité. Et ça va être là-dessus qu'on va jouer. Pourquoi? Parce que le surpoids et l'obésité quand on est en surpoids, on prend du poids, on a de la graisse qui s'installe un peu partout. Mais il y en a aussi qui s'installent au niveau du cou, de la gorge et de la langue. Et ça va jouer effectivement sur les apnées du sommeil. Conséquence, la solution diététique alimentaire, c'est la perte de poids. Alors attention, ça c'est très important de rappeler qu'il ne faut pas rentrer dans des restrictions incommensurables où on se retrouve dans des frustrations énormes. Le but, c'est d'être accompagné et de perdre lentement, sans frustration, sinon on perd et on reprend automatiquement derrière. Les règles de base sont l'équilibre alimentaire, et l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire tous les groupes d'aliments, aussi bien les fruits, les légumes que les féculents qu'il ne faut pas supprimer. Ils sont même très importants dans le sommeil, si on revient à cela. On garde tout, mais on va forcément diminuer un peu plus tout ce qui va être gras, sucré, les fritures. Forcément, on va être dans un équilibre global. Une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est lorsque l'on désire perdre du poids sans rentrer dans des grammages? On prend une assiette, la moitié, ce sont des légumes, et l'autre moitié, on a un quart de féculents, un quart de protéines, viande, poisson, œufs. C'est l'assiette santé à vocation de perte de poids. C'est surtout ça. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des choses folles, de suppression de glucides, de suppression de gras, ce que je vois malheureusement trop souvent. Il faut être dans quelque chose de très raisonnable, de perte de poids raisonnable, et ça améliore scientifiquement. Dès que le patient a perdu 10% de son poids initial, on est déjà dans une amélioration de l'apnée du sommeil, c'est ce qu'on remarque. Voilà.
Très bien. Je vais m'adresser au docteur Duforez aussi. Les études montrent que la pratique régulière d'une activité physique suffit à améliorer la qualité du sommeil, la vigilance et les performances cognitives et psychomotrices. C'est pourquoi l'activité physique est recommandée pour favoriser un sommeil de qualité. Quels sont, selon vous, François, les liens entre le sommeil et l'activité physique? Je pense que là, on a eu expérimentalement une année 2019 et 2020 extraordinaire qui a augmenté la sédentarité, la sédentarisation, on appelle ça. C'était évidemment la Covid qui est arrivée, où les gens se sont retrouvés confinés chez eux, assis devant les écrans pendant des heures et des heures. Et donc, l'activité physique était devenue quelque chose de difficile à faire. Et d'une manière concomitante, on a eu une explosion des troubles du sommeil, puisque dans le dernier rapport qu'il y a eu de la Société française de recherche et médecine du sommeil, on avait 70% des Français qui se plaignaient de leur sommeil. 70% des Français qui se plaignaient de sommeil et moins d'activité physique, eh bien, c'est un des liens qui a pu être mis en place justement sur le fait que moins d'activité physique faisait qu'on avait une qualité du sommeil qui était différente. Alors, c'est bien connu maintenant dans les études, mais ce que je voudrais d'emblée dire, c'est la différence entre sport et activité physique. Quand on parle d'activité physique, on parle d'une dépense énergétique qui peut se faire dans la marche, dans le bricolage, dans le jardinage, en faisant une activité sportive, mais c'est des choses qui sont un petit peu différentes parce que la manière de le faire est différente. Ce qu'on sait, c'est que l'activité physique, de toute manière, pour des raisons qu'on va peut-être développer ensemble au cours de cette interview, ça nous montre que ça augmente la qualité du sommeil. Le sommeil lent profond augmente grâce à une activité physique régulière. On verra qu'est-ce que c'est qu'une activité physique régulière. Et en plus, il diminue le sommeil paradoxal, qui est un sommeil très particulier, parce que c'est un sommeil fatigant. Et pour finir sur cette première introduction sur activité physique et sommeil, c'est de voir quand on est en consultation, quand je suis en consultation notamment à l'Hôtel Dieu, les gens nous disent non seulement j'ai des problèmes de sommeil, mais je suis fatigué. Et la fatigue, c'est je fais pas d'activité physique, j'ai pas envie, et en plus je dors mal. Et donc, dans la prescription qu'on peut faire naturelle, en dehors de la nutrition, en dehors de ces choses très pratico-pratiques et qui sont dans la vie quotidienne, et en dehors de tout médicament, c'est déjà qu'est-ce que vous faites comme activité physique, refaire une activité physique qui vous plaît, qui ne soit pas une contrainte supplémentaire par rapport à votre mode de vie. Et là, c'est un des premiers pas pour retrouver un sommeil optimal. Donc, les rapports sont vraiment importants. Donc, être physiquement actif, ça veut pas dire sportif? Non, 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 pas du tout. Quand on regarde les licenciés dans les fédérations, on n'est pas à 60 millions de licenciés en France, hein. Et c'est pas parce qu'on est licencié on pratique de l'activité physique, précise. Hein, parce qu'on peut très bien être licencié d'une fédération sans pratiquer soi-même, uniquement en ayant le fait que je suis joueur de tennis, mais je joue une fois par mois. Et là, on est sédentaire. Donc c'est vraiment la réflexion que l'on a sur la dose d'activité physique, comment on la pratique, à quelle heure on la pratique, la régularité, et puis surtout le type d'activité. Donc on pourra rentrer dans le détail. Je pense que c'est totalement lié aussi à la nutrition, puisque ces piliers-là sont les piliers de la bonne santé. Et dans la bonne santé, si je me mets dans l'activité physique en tant que médecin du sport, cette fois-ci, pas en tant que médecin du sommeil, eh bien c'est déjà le bien-être physique. Donc déjà, il ne faut pas que c'est des choses qui fassent mal, il faut que c'est des choses qui s'amènent du plaisir. C'est le bien-être mental. Or, on va voir que l'activité physique a un rôle anti-anxiété, antidépresseur, et dont on sait que 50% des insomnies sont des insomnies anxio-dépressives. Et puis, c'est un rôle social. C'est-à-dire que si vous faites de l'activité physique, soit vous la faites tout seul parce que c'est votre personnalité, mais vous allez faire un groupe, vous allez voir des gens, vous allez discuter des choses qui peuvent éventuellement vous embêter et vous perturber la nuit. C'est plus facile de les partager lorsqu'on va dans une salle de sport ou lorsqu'on va sur un terrain de sport en partageant des choses de la vie quotidienne qui peuvent justement poser des problèmes sur leur sommeil. Donc là, on parle effectivement apnée du sommeil, mais il y a un rôle aussi important avec l'insomnie, du coup, le manque d'activité physique. C'est-à-dire que l'apnée du sommeil, ça représente entre 2 et 8% des gens. Donc c'est important, mais c'est quand même pas les gens ont tous des apnées du sommeil, heureusement. Même s'il y a beaucoup de ronfleurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est ronfleur qu'on a des apnées du sommeil, inversement. Exactement. Je peux me permettre également sur l'apnée du sommeil, important de préciser parce que tout le monde ne le sait pas, que ça ne concerne pas que les adultes, hein, ça concerne aussi les enfants. Et c'est important de le préciser parce que parfois certains parents sont très étonnés quand on leur annonce ce type de diagnostic. Et je vais compléter ce qu'a dit Sandra aussi sur le fait que l'activité physique
peut avoir un rôle de diminuer la gravité des apnées du sommeil. Après, je parlerai plus de la qualité du sommeil général pour une population générale. Mais pour les gens qui ont des apnées du sommeil, de pratiquer l'activité physique, c'est renforcer aussi la tonicité des muscles, dont on appelle glossopharyngiens. Donc finalement, faciliter l'écoulement d'air quand la nuit, malheureusement, pour X raisons, ça gêne. Alors en plus, si vous avez un équilibre alimentaire, vous faites de l'activité physique, on a toutes les chances d'améliorer, tout au moins pas de soigner, mais au moins d'améliorer la gravité ces problèmes d'apnée du sommeil. Mais je rebondis sur l'apnée du sommeil, justement pour ne pas en parler, et pour vous dire que l'insomnie, ça touche 20% des gens en moyenne, mais que ça soit le monde occidental en général. Et donc 20% des gens, ça représente à peu près maintenant en France pas loin de 12 à 13 millions de personnes. C'est énorme. Et donc c'est là où on voit que ces notions d'insomnie regroupent une notion de déséquilibre des rythmes biologiques. On va en parler certainement avec la nutrition sur ces notions relativement récentes, et je vous laisserai en parler, sur la chrononutrition, qu'est-ce qu'on mange le matin, qu'est-ce qu'on mange le midi, qu'est-ce qu'on mange le soir. Je parlais de vigilance, c'est important aussi. Eh bien, dans ces réflexions-là, il y a une vraie réflexion chronobiologique sur ce qu'est une notion d'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est 2017, c'est le prix Nobel. Où là, on a vu que d'un point de vue génétique, on était prédéterminé à être soit du matin, soit du intermédiaire, soit du soir. Eh bien, l'activité physique, si vous demandez à quelqu'un du soir de faire l'activité physique à 7 heures du matin avant d'aller au boulot, vous allez lui manger 1 heure de sommeil, il va pas aimer parce qu'il aime pas se lever le matin, et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va pas le faire. Donc, il n'aura pas fait son activité physique qui lui ferait du bien au sommeil. Donc voilà, je veux dire, il y a une prescription d'activité physique. On va peut-être rentrer dans le détail en fonction des questions que vous allez nous poser. Eh ben justement, on va parler des travailleurs de nuit. Ça tombe très pour bien. rester dans la chronobiologie, est-ce que selon vous, il y a une alimentation à favoriser pour rester éveillé, par exemple? Effectivement, les travailleurs de nuit vont perturber leur rythme circadien, l'horloge biologique dont vous parliez. Il faut savoir que la journée, on sécrète certaines hormones, qu'on sécrète beaucoup moins ou pas du tout la nuit. Donc, il y a les hormones de la faim et de la satiété, leptine, ghrelin. Et donc, ça vient tout perturber quand on est travailleur de nuit. Et le deuxième aspect, c'est surtout que quand on est travailleur de nuit, je ne sais pas trop pourquoi, mais par principe on travaille la nuit, on se déséquilibre complètement. On a remarqué que les travailleurs de nuit ne faisaient que 2 vrais repas sur les 24 heures. Et le reste sont des petits grignotages, et pas forcément des grignotages sains, ce qui va en plus risquer d'engendrer un surpoids, une obésité, qui peut engendrer une apnée du sommeil. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et puis toutes les conséquences sur la santé de diabète, de ce dont vous aviez parlé en introduction sur les risques de diabète et autres maladies cardiovasculaires. Heureusement, oui, en termes de diététique. Alors encore une fois, vous avez bien fait de le souligner, les conseils qu'on donne aujourd'hui sont là pour améliorer. Ce n'est pas une solution en soi. On va pas guérir en suivant à la lettre tout ce que je vais dire aujourd'hui, mais on va vraiment améliorer tout cela. Un travailleur de nuit, par principe, va travailler la nuit. Lorsqu'il rentre de sa nuit, il va aller dormir. Et pour favoriser l'endormissement, le premier des conseils, c'est de prendre un repas qui va être riche en glucides, en sucre dit lent, on dit plus vraiment lent, mais voilà, pour que tout le monde comprenne, du pain, des biscottes, voilà, on est plus sur des glucides. Ça va vraiment favoriser l'endormissement. Donc typiquement, un travailleur de nuit, lorsqu'il rentre, il va prendre un petit déjeuner, voilà, et il va aller se coucher. Et lorsqu'il va se réveiller, c'est là où il est censé prendre un repas qui va un peu plus l'éveiller. Et qu'est-ce qu'un repas qui éveille? C'est un repas où il y a des protéines. Les protéines vont avoir plutôt cette tendance à éveiller. Viande, poisson, œuf ou protéines végétales si on est dans le cas d'un végétarien. Et quoique la problématique du végétarien, c'est qu'il y a souvent beaucoup de glucides associés, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Et donc typiquement, ce repas du réveil est celui qu'on aurait pris pour une personne qui travaille de jour, c'est le déjeuner. Viande, poisson, légumes, un plat traditionnel. Et là où ça va se gâter, c'est qu'arrivé sur le soir, il faudrait prendre une véritable collation avant d'aller travailler. Et dans la nuit, c'est là où le bât blesse, prendre vraiment le temps de faire un vrai repas qui coupe la nuit comme nous coupons notre journée avec un repas traditionnel. Donc un travailleur de nuit doit certes s'organiser pour emmener son petit, pour pas dire de marque, son petit plat hermétiquement fermé avec ses féculents, ses protéines, sa viande. Ça demande une organisation, certes, mais quand on sait le bien fou que ça fait pour déjà rester éveillé,
pour la performance de manière générale au travail et pour la santé. C'est surtout ça, c'est que c'est important pour le corps d'avoir ces vitamines, ces minéraux au quotidien. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une alimentation équilibrée et même d'avoir du sport quand on travaille de nuit, n'est-ce pas? Oui, alors l'activité physique, justement, je rebondis sur cette réflexion-là, sur l'horloge biologique. Une des causes qui permet de comprendre pourquoi l'activité physique joue un rôle positif sur le sommeil, c'est que on augmente les fonctions chronobiologiques, on augmente la capacité à l'organisme d'être bien réglé. Alors c'est vrai que le travail de nuit, malheureusement, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, hein, mais bien sûr, mais c'est un beau modèle de déséquilibre. Et donc on peut comprendre que d'abord les travailleurs de nuit font moins d'activité physique parce qu'ils sont un peu coupés au niveau social des réseaux sociaux qui leur permettent de faire de l'activité physique. Et puis, ça peut être par contre une chose intéressante de faire une activité physique. Et là, on va peut-être entrer dans quel type d'activité physique pour être vigilant dans la journée. Hein, on sait que l'activité physique chez quelqu'un qui ne travaille pas de nuit, eh bien, c'est mieux de le faire le matin. Pourquoi? Parce que le matin, vous avez la lumière solaire. Et la lumière solaire plus activité physique, c'est le meilleur régulateur de l'horloge biologique. Donc, de l'augmentation de la capacité à bien dormir. Vous allez bien dormir si vous êtes bien vigilant dans la journée. Alors ça, c'est un des conseils qu'on pourrait donner à tout le monde, c'est que si vous n'êtes pas un travailleur de nuit, l'activité physique le matin avec la lumière solaire, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Après, est-ce que c'est toujours possible de le faire? Ça devient un peu compliqué. Alors le travailleur de nuit, on va lui proposer des choses qu'on ne propose pas évidemment aux gens qui sont de travail de jour. C'est que s'il veut être vigilant, il faut qu'il fasse une activité physique avec de la lumière. Donc si on pouvait proposer des gens, et c'est ce qu'on fait dans le travail posté, c'est faites de l'activité physique avec de la lumière, avec des jeux de balles, de la stimulation neurosensorielle. Soyez un joueur de foot, entre guillemets, parce que si vous êtes soumis à une lumière à haute intensité, avec une haute intensité de compétition et des jeux de balles, eh bien vous serez plus vigilant dans les heures qui suivent. Voilà. Donc c'est pas un conseil qu'on donne régulièrement aux travailleurs de nuit, mais faites de l'activité physique en lumière stimulante, vous aurez une vigilance qui sera meilleure pendant la nuit. Et l'inverse est vrai, évidemment, c'est que si vous voulez bien vous endormir, ne jouez pas à des activités avec de la lumière importante, avec des jeux de balles et de la compétition et du stress environnemental. Ça sera une autre type d'activité physique qu'on proposera à ces gens-là, mais on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, quand on parle de lumière, vous parlez de lumière naturelle. Il faut que ça soit le soleil ou ça peut être une lumière artificielle? Alors les LED ont, depuis 2012, énormément transformé les choses. Avant, on était à une lumière électrique. La lumière électrique, c'était une lumière à incandescence. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais une lumière à incandescence, c'est une lumière jaune qui ne joue pas sur l'horloge biologique. On sait avec les écrans et tous les portables que c'est la lumière blanche enrichie dans le bleu qui bloque la sécrétion de cette fameuse hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone des rythmes du sommeil. Ça, c'est connu maintenant et tout le monde le sait. Mais la problématique de ça, c'est que ça empêche de s'endormir. Donc, on peut comprendre que des LED blancs enrichis dans le bleu, et si vous êtes, par exemple, en train de jouer au tennis, au squash, des activités comme ça, ben, ça va bloquer la sécrétion de mélatonine. Donc, ça va ne pas favoriser l'endormissement. Plus les écrans après. Alors, plus les écrans pour voir si vous êtes un joueur professionnel, la note que vous avez eue, qui n'est pas toujours très bonne si vous n'avez pas bien joué. Donc, ça augmente en plus l'anxiété de pas s'endormir. Et les smartphones, et les tablettes, et les écrans. Bien sûr. Alors ça, c'est bien connu. Ouais. Maintenant, ces LED, pour répondre à votre question, 2012 réimite maintenant le spectre lumineux de la lumière solaire. Donc ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut reproduire une lumière solaire d'un 21 juin dans les Alpes, par exemple, en modifiant la cartographie d'un LED. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant en physiologie du travail, où les gens qui sont dans des entressols, qui sont pas soumis à la lumière, je parle pas des grottes, ça c'est les expériences qui ont été faites dans les années 60, mais qui sont dans des lumières, notamment je parle des cyclistes, on parle des cyclistes dans les vélodromes. C'est pas du tout la même chose que vous faites le Tour de France dans un vélodrome, parce que dans un vélodrome la lumière est pas la lumière solaire. Donc reproduire cette lumière solaire finalement favorise la qualité du sommeil chez les gens la nuit qui ont été soumis à ces LED physiologiques, je dirais, parce que la lumière artificielle, elle est maintenant intelligente. Et on va de plus en plus vers des lumières intelligentes. Ça veut dire qu'on peut reproduire, pour bien dormir, une activité physique avec une lumière qui imite le coucher du soleil. On va faciliter l'endormissement. Mais le point clé quand même, c'est que l'endormissement est facilité, la qualité du sommeil, par un exercice de type aérobie. C'est-à-dire qu'il faut une participation cardiovasculaire qui soit minimum d'une demi-heure à 1 heure, sans stress, sans compétition,
sans parler de renforcement musculaire, parce que c'est de l'adrénaline, la noradrénaline, c'est autre chose. C'est justement excitant. Et ces notions-là, je vous donne l'exemple simplement à l'INSEP de ce qu'on a fait. On a fait courir à 21h des triathlètes pendant 1 heure à 16 km à l'heure. Je peux vous dire que c'est une dépense énergétique importante. On a regardé leur temps d'endormissement et la qualité de leur sommeil. Il n'y avait aucun changement par rapport à ce qu'ils faisaient avant quand ils ne couraient pas. Bon, tout simplement parce que le laboratoire n'était pas éclairé. C'était une activité physique aérobie, sans stress, qu'ils avaient l'habitude de faire. Si vous faites de l'activité régulière, physique régulière, eh bien, ça va augmenter la qualité de votre sommeil, même si vous le faites le soir. Sauf qu'évidemment, on dit, parce qu'il faut éviter les choses un petit peu trop compliquées, que si vous faites ça 4 heures avant l'heure de coucher, vous aurez quelques petits problèmes d'endormissement. Il vaut mieux faire l'activité physique que pas en faire du tout. Voilà ce que je voulais dire. Je suis bien d'accord. C'est vrai qu'on répète toujours l'activité physique. Et puis de manger des glucides pour bien s'endormir. Alors après, activité physique et nutrition, c'est totalement lié. Oui. Et là, et notre travailleur posté, s'il mange bien le soir et s'il a l'activité physique au bon moment, eh bien, on a la meilleure chance qu'il s'endorme mieux le lendemain. Bien sûr. Puisque c'est ça l'objectif. C'est de gérer la dette de sommeil. D'ailleurs, pour rebondir sur ce travail de nuit, il y a des personnes qui vont travailler de nuit de manière régulière, mais il y a aussi celles qui vont changer régulièrement, qui vont être 2 jours de nuit, 2 jours de nuit. Là, c'est plus compliqué. Ce que je recommande, c'est pas forcément d'avoir un vrai repas au milieu de nuit, mais au moins d'avoir une collation conséquente. Un moment où on se pose pas des grignotages toutes les heures qui vont apporter de l'énergie pas forcément très intéressante pour rester éveillé la nuit et surtout pour la santé. Et là, vous soulevez une chose importante en dehors des horaires de travail, c'est le fait que il y a une démarche individuelle d'amener son repas. C'est ça. Qu'est-ce que font les organisations là-dedans? Parce que c'est aussi le rôle, parfois, des gens qui s'occupent des hommes, je dirais dans le monde du travail, des hommes et des femmes, bien sûr, de prévoir des choses. De mettre à disposition une cuisine, par exemple, un micro-ondes, c'est vrai que c'est important. Une salle de repos, une salle d'activité physique, parfois. Ça se fait de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Je ne connais pas les pourcentages, mais il y a du boulot. Il y a du travail. C'est exactement ça. Sandra, pour favoriser un bon sommeil, quel type de repas vous préconisez et quels sont les gestes à adopter? Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, certes, je dis depuis tout à l'heure qu'il faut des glucides pour favoriser l'endormissement. Ce qu'il ne faut surtout pas avoir, on va parler d'une personne qui travaille de jour, on est sur un rythme circadien dit normal. Des glucides le soir, certes. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est des plats trop gras, trop lourds. Alors quand je dis lourd, c'est pas manger des féculents, je viens de le dire, les glucides c'est important. Mais lourd, je vais donner un exemple, la grosse tartiflette le soir et on va se coucher derrière, c'est sûr que le sommeil va être perturbé par la digestion. Ça c'est sûr et certain. Les plats épicés, l'alcool, attention à l'alcool, à l'excès de café, c'est sûr que quitte à en consommer, il faut que ça soit assez loin de l'endormissement. Ça c'est pour ce qu'il ne faut pas. Pour ce qu'il faut, encore une fois, les légumineuses, ça a été prouvé, c'est très riche en vitamine B, c'est très intéressant dans la production de la mélatonine, la vitamine B6 particulièrement. Donc les légumineuses, je rappelle, sont les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, ou éventuellement dans les féculents dits basiques, le riz et les pâtes, mais plutôt complètes ou semi-complètes, ça va être très intéressant. Je vais parler de la banane particulièrement, qui est assez intéressante parce qu'elle contient des sucres intéressants et du tryptophane. Alors, faut qu'on parle de cet acide aminé. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, on va dire que c'est une molécule qui se trouve dans la banane et dans tout ce que je vais citer d'ailleurs, qui va permettre cet acide aminé, le tryptophane. Il est précurseur de la fabrication de sérotonine, qui est une hormone de sérénité, qui aussi va jouer dans la fabrication de la mélatonine. Au niveau de la glande pinéale, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et donc, la mélatonine, c'est essentiel pour l'endormissement et parfois, ça peut ou manquer, ou les rythmes font que on a besoin de la sécréter un peu mieux. Et on peut le faire de manière naturelle. Moi, je préconise la banane au dîner, et n'ayez pas peur de prendre du poids parce que je sais que des fois on a cet a priori, il y a aucun souci. Un plat de légumineuses, un plat de lentilles et la petite protéine, un poisson gras.
Pourquoi? Parce que les poissons gras, par exemple la sardine, typiquement, qu'on peut acheter en conserve. Il n'y a pas de souci avec ça parce que parfois mes patients me disent « Oui, mais j'ai pas le temps d'aller chez le poissonnier ». Les conserves sont tout à fait possibles. La sardine, en l'occurrence, en plus, c'est un petit poisson qui accumule moins de métaux lourds, donc c'est important d'en parler parce qu'il faut manger vraiment bon pour la santé. Et les poissons gras contiennent des oméga 3. Ces fameuses bonnes graisses indispensables, il y a que l'alimentation qui nous les apporte. Et on sait que les oméga 3 et la vitamine D, d'ailleurs, qui se trouve dans les poissons gras, va aussi favoriser cette sécrétion de mélatonine. Donc ça, c'est les dernières études. Donc là, on a un combo parfait entre la vitamine B6 des légumineuses, le tryptophane qu'on a dans la banane, et puis tout ce que nous apportent les oméga 3 et la vitamine D. Donc typiquement, le repas idéal pour moi, mais il n'y a pas de science exacte en la matière, mais ça va être le plat de lentilles avec les petites sardines, la banane en dessert et bien sûr des légumes parce que pour la santé, les fibres, c'est très important. Toujours est-il qu'il faut prendre plaisir à manger. Hein. Faut pas faire ça si vous détestez la sardine, enfin que vous bouchez le nez quand vous mangez. Le plaisir est important et vous l'avez bien souligné, que ça soit au niveau de l'activité physique, sportive, qu'au niveau de l'alimentation. Ça, c'est important. Et ça va permettre un endormissement meilleur. Si possible, ne pas manger 30 minutes avant d'aller se coucher. Mais maintenant, on n'est pas sur une science exacte. Hein. Si vous vous écroulez de fatigue, ne soyez pas là à vous retenir d'aller dormir. Allez dormir, bien évidemment. Mais ça, c'est tout à fait le type d'alimentation qui va permettre un meilleur endormissement au quotidien. Et puis, l'activité physique et tous ces piliers, hein, bien sûr. Piliers. Puis je voudrais faire un parallèle avec l'activité physique parce que ces fameux sucres lents, en fait, à index glycémique lent. Exactement. Maintenant, on utilise ce terme-là. On utilise ce terme-là. Ont été très utilisés dans la réflexion de la dépense énergétique physique parce que ça permettait de recharger les réserves, ce qu'on appelle nous en glycogène, au niveau musculaire. Mais ce qu'on constate et il faut pas oublier, c'est que l'organe qui consomme le plus d'énergie en dehors de le muscle pendant l'activité physique, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est du 5 grammes de glucose à l'heure, notamment en deuxième partie de nuit dans le sommeil paradoxal. Donc c'est un organe extrêmement énergivore. Donc on peut comprendre que les sucres lents qui sont bons pour les sportifs ou les gens qui pratiquent une activité physique régulière soient aussi intéressants pour que le cerveau puisse bien fonctionner en deuxième partie de nuit. Donc ça va absolument ensemble. Ah oui, complètement. Le cerveau est glucodépendant Exactement. Et c'est très important, même pour les personnes, et même je dirais même surtout pour les personnes qui ont un travail qui mobilise essentiellement la tête et pas trop le corps. Pas trop le corps. Oui, c'est important d'être sur ce type Et d'alimentation. c'est lié plaisir-efficacité. Hein. Un régime alimentaire, un équilibre alimentaire, oui, allez, on va dire ça. Mais quoique régime, c'est vrai que c'est un mot très global, mais on a l'impression, c'est vrai, alors je me permets de faire un point là-dessus, régime égale restriction, alors que régime, c'est mode alimentaire. C'est un mode alimentaire, voilà. C'est un équilibre alimentaire. C'est ça, c'est équilibre alimentaire. Et oui, du coup, je vous ai coupé. Non, mais un équilibre alimentaire, équilibre physique, ça va totalement ensemble. De toute façon, il y a un carburant et avec une efficacité. Il y a les ingestas qu'on mange et la dépense, et ils sont utilisés. Exactement. Et avec plaisir. Et c'est exactement ça, c'est associer plaisir et efficacité physiologique et psychologique, parce que dans le rôle de la nutrition, comme dans l'activité physique, il y a un côté aussi anti-anxiété, anti même stress, je dirais même anti-dépression. Bon, vous savez que je m'occupe de navigateurs en solitaire, là. Alors eux, ils sont en privation de sommeil en permanence, mais comment on leur donne un avitaillement avec une nutritionniste qui connaît très très bien pour qu'ils puissent dormir au bon moment en sachant que ça soit la meilleure qualité potentielle de ce type d'activité physique. Le fameux repas idéal. Est-ce qu'il existe chez ces sportifs? Oui, alors Charles Caudrelier, là, un gars dont on s'occupe, qui a fini là, vous savez, l'Arkea Ultimate Challenge, là, 50 jours, il avait de la nutrition pour 42 jours. Donc ça, on lui a dit, mais comment tu vas faire? Comment ça s'est passé à la fin? Il m'a dit, j'ai planqué des réserves. Donc ça va. Donc il a pu s'en sortir et très bien, mais c'est clé pour le moral. Et l'activité physique, je vous passerai la parole après sur la nutrition, parce que un des points, on a parlé de l'horloge biologique, on a parlé du fonctionnement chronobiologique de l'activité physique, mais il y a un effet anti-anxiété et antidépresseur, et qui est maintenant prouvé. Alors, on parle beaucoup d'endorphines. Hein. Alors moi, j'ai réfléchi un petit peu au truc. Moi aussi, je suis sportif, mais les gens qui sécrètent de l'endorphine, c'est souvent des marathoniens. Mais tout le monde n'est pas marathonien. Hein. Donc, en fait, il faudrait mieux, et ça a été prouvé sur le modèle animal, sécréter ce qu'on appelle des endocannabinoïdes. Donc, c'est des notions de plaisir, mais qui sont liées à une activité physique qui n'est pas douloureuse, mais qui amène le plaisir.
Et plaisir associé à cette efficacité. Je pense que dans la nutrition, il y a aussi plein de choses à ce niveau-là. Oui, je vais donner un petit cas concret quand même de repas. C'est essentiel, de repas qui permet de se sentir bien. Je parle en termes d'endormissement. J'ai vu une étude américaine qui avait remarqué que quand on utilisait des flocons d'avoine, puisqu'ils sont riches en magnésium, en zinc, en vitamine B et en antioxydants, parce que la problématique des personnes qui ont un problème de sommeil, c'est qu'il y a un manque d'antioxydants. Donc ces fameuses molécules anti-vieillissement naturelles qu'on a surtout dans les fruits et dans les légumes. Et dans les flocons d'avoine, il y en a suffisamment pour améliorer au fur et à mesure du temps, c'est pas magique, le sommeil. Et donc la petite recette, c'est que cette étude américaine disait que le porridge avait cette tendance à améliorer le sommeil. Donc vraiment, quand on n'a pas faim et qu'on veut se faire un petit bol de porridge avant d'aller se coucher, donc porridge, je rappelle ce que c'est. Je vais vous donner d'ailleurs ma recette. 250 millilitres de lait végétal ou animal en fonction de ce que vous désirez, avec 50 grammes de flocons d'avoine qu'on met au micro-ondes 1 minute. Vous le sortez, vous remélangez, on remet 1 minute. C'est terminé. Il y a juste à rajouter des petits copeaux de chocolat, ma fameuse demi-banane, puisque j'avais dit que c'était bien pour l'endormissement, et éventuellement un petit copeaux de noix de coco, des graines de chia. Et là, on a un repas qui est plutôt sympathique pour aller dormir. C'était un exemple parmi d'autres. Mais en version salée, on peut aussi bien se faire 1 ou 2 tranches de pain avec de l'avocat qui est très riche aussi en oméga 3. Vous voyez un peu le type de toast un peu à la mode où on va faire 2 tranches de pain complet si possible avec de l'avocat, des petites tomates, des petits légumes. Bon là, je suis sur des petites quantités, mais quand on est pressé, on peut quand même faire des repas qui permettent l'endormissement et qui restent équilibrés. C'est important de retenir ça. En revanche, j'y pense, le chocolat, attention, dedans, il y a des petites molécules, on va pas rentrer trop dans la technicité, qui peuvent parfois empêcher de dormir. Bon, à haute dose, un carré de chocolat qui va empêcher, ça va. effectivement, mais ça peut ne pas favoriser autant que le café. Et le thé contient de la caféine, je le rappelle. Tout à fait. Vaut mieux une tisane. Tout à fait. Et puis il y a une variation individuelle très très forte. Mais oui, alors, bien sûr. ça c'est dans votre domaine, dans le domaine de la nutrition, mais dans l'activité physique c'est pareil. Donc il y a cette notion de pratiquer quelque chose qui soit aussi associé à vos besoins réels. Et c'est pas les besoins réels de quelqu'un qui a 25 ans que quelqu'un qui en a 60. Il n'y a pas la même action, il n'y a pas la même. Je vois par exemple, si on prend des activités physiques qui sont pratiquées régulièrement, par exemple le tennis. Il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis, au paddle maintenant, c'est vraiment un truc à la mode en ce moment. C'est très bien, jusqu'on a 35, 40, 45 ans. Puis après, les gens, ils ont des problèmes de genoux, ils ont un ménisque, ils ont un problème d'épaule, et donc ils vont arrêter de jouer. Et remplacés par quoi? C'est là où la sédentarisation arrive, en dehors des écrans, en dehors du mode de vie. Il y a le fait aussi qu'on peut pas pratiquer la même chose pendant toute une vie. Donc c'est des cycles qui vont intervenir, et de la même manière qu'on mange pas de la même manière à 70 ans qu'à 20 ans, l'activité physique, ça doit être une prescription. Donc là, je pense que c'est important aussi pour les monsieur tout le monde ou madame tout le monde d'aller voir des gens qui sont des vrais spécialistes. Je me méfie des dogmes. En nutrition, on en a plein. Oh là là. Dans le sommeil, il y a plein de croyances. Et il faut. Et alors, dans l'activité physique aussi, si on fait un continuum entre nutrition, activité physique et sommeil, c'est bien de comprendre ce qui m'est important pour moi à titre personnel, en fonction de mon environnement, en fonction de ce que je mange, en fonction de là où je vis. Quand vous êtes à la campagne, c'est pas du tout la même chose qu'en ville, parce qu'il n'y a pas les mêmes activités potentielles. Voilà. Et puis un petit truc quand même sur les différences entre les sports. À l'INSEP, on a la chance d'avoir tous les sports. Et on a testé toutes les activités, les différentes activités, avec des montres connectées de recherche pour voir quels étaient les sports où on dormait le mieux, quelle que soit la charge d'entraînement. Et en fait, les sports où on dort le mieux, c'est le vélo, c'est les activités de type aérobie, encore une fois. Et là où vous dormez le moins bien, c'est la natation. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a un gradient de température différent? On ne sait pas. Et puis le football, parce que le football, encore une fois, il y a la lumière, mais il y a aussi le fait qu'on regarde les réseaux sociaux derrière et un petit peu ces choses-là. Et le dernier point qu'on a eu, nous, alors là, c'est dans des activités où la protéine est importante. Je pense à des activités de type musculation. Alors on a ça dans le rugby, mais aussi des gens qui font de la musculation, donc pas d'aérobie, et qui vont manger des protéines pour faire plus de masse musculaire s'ils le font le soir,
Eh ben, Et c'est oui, ce que vous dites. justement, ça maintient éveillé, donc c'est pas l'idéal. Exactement. Effectivement. Ça, c'est du concret. Voilà. En effet, une meilleure connaissance des interactions entre notre alimentation, notre activité physique et notre sommeil permet donc d'obtenir un meilleur équilibre à une époque où la privation chronique de sommeil et l'obésité constituent deux fléaux sociaux. L'adaptation de notre alimentation et de notre activité physique vont être nécessaires dans la prise en charge de troubles du sommeil, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil et certaines insomnies. Un dernier mot pour ma part, je conclurai en disant encore une fois que l'équilibre alimentaire, il faut qu'il soit sans frustration et toujours avec plaisir. J'insiste là-dessus, sinon ça ne marche pas au long terme et c'est le long terme qu'on souhaite acquérir. Et la deuxième chose, tout simplement, faites-vous suivre par des professionnels qui vont pouvoir adapter en fonction de la personnalité, de votre personnalité, de votre rythme. Et si c'est personnalisé, vous tiendrez sur le long terme, que ça soit en alimentation ou en activité physique. Ah, moi, c'est un peu la même chose. Il copie. Je vais copier. Je vais simplement rajouter, je dirais, une incantation, si je peux dire. C'est pratiquer l'activité physique. Même si on vous dit que, attention, c'est dangereux, ça fait mal, c'est le soir, c'est le matin, et ainsi de suite, pratiquez. Et si vous pratiquez 3 fois par semaine, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir une santé optimale grâce à un sommeil optimal. Je tiens à remercier Sandra Ferreira ainsi que le docteur François Duforez de nous avoir honorés de leur présence et pour les conseils qui permettent de réunir les conditions favorables pour un sommeil de qualité. Je remercie également Dr Yves Elbez, directeur médical de l'Institut Cœur Paris Centre, et Madame Séverine Sebag, directrice de l'Institut Cœur Paris Centre, qui m'ont permis de mener à bien cette interview. Merci à toutes et à tous.